Le foot va mal, les clubs sont dans une situation difficile. On dit qu'il faut relancer la Coupe de la Ligue. Bon, le foot a besoin d'un Big Bang. Je pense que l'heure est venue pour ces innovations d'être vraiment radicales. L'OM, c'est dans les veines. Leipzig, par exemple, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Bien sûr que c'est dur quand votre famille est menacée. Vous avez eu peur pour votre vie à un moment? C'est jamais agréable de recevoir des menaces de mort. J'ai fait ce que je pensais devoir faire pour le bien de ce club. Bonjour, c'est Jacques-Henri Hérault. C'est carré. Jacques-Henri, merci beaucoup. Je suis ravi de vous voir pour plusieurs raisons. Un, parce que ça fait des années qu'on ne vous a pas vu vous exprimer depuis vos années à la tête de l'OM. Et deux, parce que vous êtes un homme de parole, parce qu'on est en contact depuis très longtemps et vous m'aviez promis qu'on ferait cette interview ensemble. Donc ça fait plaisir d'avoir des gens de parole face à nous. On va parler de tout, on va parler de votre passage à l'OM et il y a beaucoup à dire. On va parler de l'état du football français, il y a peut-être encore plus à dire. Et on va parler de votre projet pour remettre le football français d'aplomb. Mais avant tout, je voulais vous demander pourquoi parler maintenant, après des années de silence? Raphaël, d'abord, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Je crois que le foot a besoin d'un Big Bang. Le foot va mal, j'aime le foot, j'aime beaucoup des gens qui le font aujourd'hui et j'ai été un observateur de ce merveilleux sport pendant 7 ans, à la fois en Ligue 1 et aussi à l'UEFA. Et je trouve que c'est le moment, d'arriver avec des idées. C'est le moment, alors des idées, je ne dis pas du tout que j'ai la clé ou le début d'une solution, mais enfin, j'ai quand même des idées précises, j'y travaille depuis longtemps. Le foot français est en train de décrocher, il est en train de décrocher économiquement. On le dit peu, mais le montant des droits domestiques aujourd'hui, il est inférieur au montant des droits domestiques en 2005, il y a 20 ans. 20 ans. C'est quand même un bond en arrière de 20 ans. À l'international, on a beaucoup de mal à se développer. La Première Ligue vend ses droits au Cambodge, au Laos ou en Thaïlande pratiquement le même montant que la Ligue 1 partout dans le monde. C'est pour vous dire. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de problèmes économiques aujourd'hui. Les clubs sont dans une situation difficile. Les présidents rament et il faut être à leur soutien. Il y a beaucoup de gens bien. Donc un décrochage économique, un décrochage sportif, c'est-à-dire que quand on regarde le résultat des compétitions européennes, l'indice UEFA, on est une nation qui regarde en bas, qui ne regarde pas en haut, hein, et les Pays-Bas nous talonnent. Et ça, on sait que c'est un enjeu extrêmement important. On se réjouit à raison du parcours de Brest, de Lille, Lyon, le PSG évidemment, cette saison, mais les Pays-Bas avaient un club de plus en 8e de finale dans les compétitions européennes. Donc on regarde en bas et on regarde plus en haut. Et puis un décrochage politique. Les sénateurs s'intéressent au football. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, ils l'ont fait d'ailleurs avec beaucoup de sérieux. Mais le football devrait être indépendant, le sport devrait être indépendant. Voilà, le sport devrait être indépendant, donc une mission parlementaire, une enquête préliminaire du parquet national financier, une ministre qui s'investit dans une élection à la présidence de la Ligue. Bon, il y a quand même beaucoup de problèmes. Et ce que je regrette, c'est que pendant ces mois, on a beaucoup entendu parler des enjeux de personnes, on a beaucoup entendu parler des enjeux de pouvoir, on a entendu des attaques personnelles aussi. Je crois que l'essentiel n'est pas là. Je crois que l'essentiel, c'est vraiment le produit. Et quand on parle du produit, comme au moment de l'élection à la présidence de la Ligue, on dit qu'il faut relancer la Coupe de la Ligue. Bon, on dit qu'il faut que la Fédération française de football contrôle davantage la LFP. On dit qu'il faut réduire la rémunération du président de la LFP. On dit qu'il y a un conflit d'intérêts entre un des diffuseurs principaux et la propriété d'un de nos clubs majeurs, le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment avec ces solutions qu'on va régler les problèmes du football français? Je ne crois pas. Je crois que plus que jamais maintenant, il faut se concentrer à fond sur le produit. Et quand on pense au produit, je crois qu'il faut penser au format des compétitions.
Et ça, je l'ai vécu à ma modeste place, quand j'étais à la commission des compétitions de l'UEFA, au moment où on a un peu repensé le nouveau format de la Ligue des Champions, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été beaucoup critiqué. Sauf que je crois qu'à l'issue de cette première saison, je pense que tout le monde s'accordera pour dire que c'est une grande réussite. Les diffuseurs, les premiers, et je pense que les supporters sont aussi plutôt satisfaits. Donc il faut prendre des risques, il faut être innovant, et les innovations, elles ne doivent pas être incrémentales, petit pas par petit pas. Je pense que l'heure est venue pour ces innovations d'être vraiment radicales. Donc je pense qu'il faut un Big Bang, je pense qu'il faut des changements profonds. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu numéro 1, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre un certain nombre d'idées sur le papier dans ce post que j'ai publié sur LinkedIn. Alors vous êtes le... Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais de ce que j'ai compris en tout cas de votre poste, vous êtes pour une ligue fermée sur le modèle de la NBA, ou quasi fermée, enfin vous allez nous préciser ça. Pourquoi est-elle nécessaire selon vous aujourd'hui ? Alors je pense que pour répondre à cette question, il faut regarder dans les chiffres et dans l'évolution de la Ligue 1 depuis 20 ans. La Ligue 1 depuis 20 ans, c'est pas une saison avec un résultat d'exploitation positif. Et on attend les chiffres de la DNCG, mais on dit qu'on va vers le 1,2 milliard d'euros de pertes cette année. Quand on regarde la Ligue 1 depuis 20 ans, c'est une économie qui repose largement sur les ventes de joueurs. Des ventes de joueurs à ses concurrents européens, ce qui est quand même... Donc on renforce la concurrence. On renforce la concurrence, c'est quand même pas le meilleur modèle. Heureusement qu'on a le meilleur centre de formation du monde, qu'on a la meilleure... Voilà. Il y a des choses très positives et qu'il faut essayer de continuer à cultiver. Donc ça, c'est quand même un problème. On a des clubs, y compris les plus grands d'entre eux, qui ne sont pas propriétaires de leur stade, parce que trop de municipalités pensent que ces stades continuent à être des bijoux de famille, dont elles ont financé la rénovation à travers des partenariats publics-privés ruineux, qui leur coûtent et qui coûtent à leur population, à leurs habitants, à leurs administrés, si je puis dire, des millions d'euros par an. Donc ça ne va pas. Et il faut donc changer de modèle. Alors je ne propose pas une ligue fermée. Je propose d'abord un certain nombre de principes. Le premier, c'est d'abord la solidarité entre clubs. La solidarité entre clubs, je pense qu'on peut l'obtenir si la Fédération française de football et la LFP proposent à 16 clubs une licence club, qui se base sur des critères objectifs afin d'être attribués. Ces critères objectifs, c'est la taille du bassin de population, la métropole, c'est la performance sportive depuis les 20 dernières saisons, ce sont les audiences télé, c'est le bassin, enfin la base de supporters en France et à l'étranger, et c'est la qualité des infrastructures. Donc des critères très objectifs, très précis, et qui font que ces clubs deviendraient titulaires d'une licence qui serait cessible. Elle pourrait être cédée, vendue au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou pas d'ailleurs. En échange, les clubs percevraient un montant égal de droits télé domestiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Où le PSG touche je ne sais pas combien de fois plus que... Voilà. Donc ça, pour moi, c'est très important parce que ça permettra de faire en sorte que ce que l'on n'arrive pas à faire en France, c'est-à-dire de penser que la Ligue est supérieure à chacun des clubs qui la composent, ce qu'on voit aux États-Unis. Aux États-Unis, la NBA est supérieure aux Lakers de Los Angeles. Je pense qu'une façon d'y arriver, c'est ça. Donc ça, c'est important. J'ajoute que j'attribuerai 2 licences à 2 clubs parisiens parce que je pense que... Ce qui est savoureux pour un ancien président de l'OM. Oui, mais je pense que... On est le seul pays où il n'y a qu'un seul club dans sa capitale. On est une anomalie absolue au niveau européen pour ça. Et quand on connaît l'importance des rivalités dans le sport, il faut 2 clubs parisiens dans l'élite. C'est pour moi une évidence. Donc, solidarité entre clubs, pour faire en sorte que les intérêts soient alignés et que la Ligue soit supérieure à tous les clubs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même le maintien d'une notion de mérite sportif.
Et cette notion de mérite sportif, on l'obtient en permettant aux vainqueurs de la Ligue 2, aux gagnants de la Ligue 2, aux champions de la Ligue 2 et à son dauphin de venir une saison jouer dans cette nouvelle Ligue 1. Et devenir le 17e club ? Absolument, puisque ce serait une Ligue 1 à 18 clubs, dont 16 titulaires de licence, et le champion de Ligue 2, et donc son dauphin, serait invité à participer à la compétition pendant une saison. Et quel que soit son classement à l'issue de la saison, ces clubs reviendront en Ligue 2 la saison suivante et seront remplacés par le nouveau champion de Ligue 2 et son nouveau dauphin. Mais ces 16 équipes qui ont la licence ne pourront pas descendre. Alors, ça c'est une grande question. La Ligue... Parce que le système de promotion-relégation, c'est l'un des fondements du sport européen, évidemment, en opposition au sport américain. Alors, c'est un des fondements du sport européen, on y reviendra. Il y a déjà une jurisprudence en Europe qui fait que plusieurs sports sont organisés sur ce modèle. L'Euroleague, par exemple, a des licences spécifiques, hein, mais c'est le cas aussi maintenant en natation, c'est le cas aussi mais l'Euroleague, si je dis pas de bêtises, on peut quand même accéder au niveau Euroleague. Il y a des clubs fixes, et il y a des clubs qui peuvent y parvenir. C'est le cas dans mon schéma pendant une saison pour le champion de Ligue 2 et son dauphin. Et puis, à partir du moment où on aura redressé la situation financière, on pourra revenir à 20 clubs. Et donc, pourquoi pas passer de 16 licences à 18 licences, par exemple. Donc, cette notion de mérite sportif, dans mon esprit, elle doit continuer à exister. Et elle peut exister de cette manière, hein, en invitant le champion de Ligue 2 et son dauphin à participer pendant un an à la compétition. Donc ça, c'est un deuxième principe qu'est le mérite sportif. Il y a le soutien à l'ensemble de l'écosystème du football en France. Cette licence, elle ne devrait pas, dans mon esprit, être donnée gratuitement. Les propriétaires des clubs devraient l'acheter. Alors j'ai émis l'idée de la céder pour 50 millions d'euros, ce qui est rien par rapport au prix, à la valeur des licences qui sont proposées dans les ligues américaines. Même en MLS, où ça peut représenter des centaines de millions de dollars. 50 millions d'euros, 50 millions d'euros x 16, ça fait 800 millions. Une partie de cet argent pourrait être utilisée par la Fédération française de football pour continuer à travailler sur la formation, financer le football amateur. Pour moi, la taxe Buffet, qui est une excellente mesure, doit évidemment être... Solidarité du monde professionnel pour le monde amateur. Absolument, doit être sauvegardée. Mais grande différence par rapport aux ligues fermées telles qu'on a pu en entendre parler jusqu'à présent. Souvent, ces projets de ligues fermées étaient menés par des intérêts privés. Là, ce serait encadré. En dehors de l'architecture actuelle du sport, à travers une ligue et une fédération. Là, c'est pas du tout mon schéma. Mon schéma, c'est que la fédération et la ligue, grâce à sa délégation, sont les parties prenantes du système et supervisent du début à la fin la mise en place de cette nouvelle compétition. Donc ça, c'est le troisième principe, celui du ruissellement, mais d'un vrai ruissellement. Et d'ailleurs, j'intègre également une autre mesure, c'est que quand un propriétaire décide de céder un club 5 ans, 8 ans, 10 ans plus tard, 10% du montant de la valeur de cession revient à la fédération et à la Ligue de foot. Ce qui leur permettra aussi d'avoir des produits, des recettes issues de ces cessions de licences dans le futur. Donc ça, c'est pour moi aussi quelque chose de très important. Et puis, dernier principe, celui de l'équilibre compétitif. Vous regardez le football européen, sur les 20 dernières années, ou depuis 2000, les grandes ligues européennes de football ont couronné entre 4 et 8 champions différents. 8, c'est la France, 4, c'est, je crois, l'Espagne. Donc vous voulez recréer de l'incertitude. Eh oui, les ligues américaines, c'est entre 11 et 13. Du fait qu'il y a des playoffs et que... Et voilà, et je pense que c'est le moment d'introduire les playoffs. Alors avec un certain nombre de différences, c'est-à-dire que par exemple les places européennes
devrait, dans mon esprit, être attribué à l'issue de la saison régulière pour quand même récompenser la régularité dans la performance. Mais ensuite, on bascule sur un play-off pour attribuer le titre de champion entre 4 et 8 équipes participantes. Et là, on recrée de l'incertitude. J'ajoute que quand vous regardez les chiffres des ligues américaines, vous vous apercevez une chose assez intéressante, c'est que entre l'équipe qui a le meilleur bilan en saison régulière et l'équipe qui est couronnée au moment de la finale, selon les sports, c'est entre 21 et 36% du temps l'équipe qui a été la première en saison régulière qui devient championne. Donc vous voyez que ça laisse la place à beaucoup d'incertitudes, de roulements. Enfin, là encore, les chiffres ne mentent pas, hein. Le Bayern, 10 titres sur 11, le PSG, 10 titres sur 12, l'Espagne, je crois que c'est 20 titres sur les 24 dernières saisons qui ont été répartis entre soit le Barça une année, soit le Real l'autre année. Je pense qu'on peut faire mieux et donc le moment est probablement arrivé pour essayer d'introduire des play-offs pour notre sport. Est-ce que c'est en adéquation avec les règlements UEFA aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible, en gros, parce que ça sorte de votre tête, c'est très bien, mais est-ce que c'est praticable ? Est-ce que c'est matérialisable en l'état ? Je pense. Les juristes et d'autres observateurs me disent que c'est le cas. Il y a des play-offs d'ailleurs en Belgique. Mais à partir du moment où c'est un schéma qui repose sur ces principes, je pense que ça doit être le cas. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce qu'en gros, si le bon côté, si je comprends bien ce que vous dites, le bon côté, ce serait une plus grande stabilité financière, une plus grande garantie pour les clubs. Voilà, à partir du moment où on est sûr de ne pas descendre, on est sûr d'avoir les mêmes rentrées à peu près. Le danger, c'est qu'on perd un petit peu ce qu'on a beaucoup aimé en France, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un Guingamp qui arrive en Coupe d'Europe, etc., ou Auxerre qui a une aventure exceptionnelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, Guingamp... Si on se base sur les bassins de population, l'intérêt, etc., typiquement, l'aventure de Guingamp, quand ils étaient allés en Coupe d'Europe il y a quelques années, ne serait plus possible. Ouais, mais on peut aussi attribuer une place européenne via la Coupe de France. Pourquoi pas ? Donc ça permettrait... aussi une ouverture maintenue à des clubs de bas de tableau en Ligue 1. À tous les clubs français. Ou à sur tous le papier. Ou à tous les clubs français. Tous les clubs français sur le papier. Absolument. Donc ça, je pense que ça reste une possibilité. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le moment. Et encore une fois, c'est, je pense, la seule manière de changer d'air et de faire en sorte que la Ligue devienne plus forte que tous les clubs. Vous parliez des actionnaires. C'est évidemment aussi une façon de leur donner plus de visibilité et de les rémunérer mieux parce que les valorisations seront plus importantes. Quand on est un actionnaire qui vit le football pleinement, qui dépense beaucoup, on est encore sur un secteur qui n'est pas valorisé sur son profit, mais qui est valorisé, on va dire, sur ses actifs. Être titulaire d'une licence à perpétuité, c'est évidemment quelque chose qui va faciliter la valorisation de son investissement, même si vous avez encore aujourd'hui beaucoup d'investisseurs, de propriétaires qui ne veulent pas vendre. Et donc, on doit simplement aussi leur permettre une visibilité accrue sur cet investissement. Est-ce que ça correspond, selon vous, à une forme... Alors, vous avez été très critiqué sur le côté « il vient de Disney, c'est l'américain, etc. » Mais je parlais il y a quelques semaines avec Jean-Michel Aulas, qui n'est pas partisan de ce projet, puisqu'il est partisan d'un football du terroir, etc. Mais qui me disait on risque d'arriver assez vite vers, en tout cas, une ligue fermée, parce qu'il y a de plus en plus de propriétaires américains aux quatre coins de l'Europe, et que dans la mentalité américaine, le sport est plus un business, et en termes de valorisation,
un club d'une ligue fermée est valorisé 10 fois plus environ qu'un club traditionnel européen. Et ça, on peut comprendre que le football coûtant très très cher, et comme vous l'avez rappelé, il faut remettre au pot tous les ans pour les propriétaires dans le football aujourd'hui, ce qui n'est pas pérenne. Forcément qu'on peut imaginer que les propriétaires peuvent être intéressés d'avoir une valorisation 10 fois supérieure. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire là, à la fin de cette question. Si vous regardez les chiffres des 20 dernières années, le foot français, la Ligue 1, a multiplié son chiffre d'affaires par 2. En 2005, c'était à peu près 900 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 2 milliards, un peu moins. D'ailleurs, attention, les 2 dernières saisons sont trompeuses parce que vous avez dans le chiffre d'affaires le montant que CVC a investi dans les clubs, ce qui est totalement trompeur. On devrait sortir cet investissement de CVC. Donc, grosso modo, 900 millions d'euros en 2005, 2 milliards, un peu moins de 2 milliards en 2023-2024. Ça fait donc à peu près x2 en chiffre d'affaires. Pendant ce temps-là, les droits domestiques sont pratiquement restés stables. C'est-à-dire qu'en 2005, le montant des droits domestiques, c'était environ entre 450 et 500 millions d'euros. Ça a été ça, sauf une période entre 2017 et 2020, on va dire, où c'est monté à 600 millions, donc ça n'a pas été une croissance très forte. Et aujourd'hui, on est revenu donc à ce montant d'il y a 20 ans. Il y a un truc qui colle pas. Et je termine sur un troisième chiffre qu'il faut qu'on ait tous en tête. Pendant ces 20 ans, la masse salariale joueur, elle a été multipliée par 3. Donc c'était un peu le propre de mon papier qui consiste à dire, on est dans un système, dans un régime d'inspiration, allez, on va être un peu provocateur, totalement marxiste, où c'est le travail qui l'a emporté sur le capital. Le travail étant les salaires des joueurs et la rémunération des agents. C'est ça qui a été l'acteur grand gagnant du système. Et donc... et le capital est condamné à payer. Et le capital, il investit parfois à perte, c'est injuste. Il faut lui donner les moyens de valoriser son investissement sans exagération, mais sans renoncement non plus. Et donc, je pense qu'une des façons de le faire, c'est aussi arriver sur ce type de format. Alors, vous disiez ligue fermée tout à l'heure. Attention, il y a aussi des conditions qui peuvent permettre à la ligue de reprendre la licence au club. Okay. S'il y a des problèmes d'éthique, s'il y a des problèmes d'intégrité, la ligue... Par exemple, s'il y a de la corruption qui est avérée ou corruption, maquillage des comptes, on doit être capable de reprendre la licence au propriétaire qui s'est mal comporté. Donc ça, pour moi, c'est important. Et puis, j'ai soumis une idée, c'est aussi de dire que si un club termine dernier de la compétition sur 3 saisons, sur les 5 dernières, et ben là, il pourrait être amené à sortir. Bon. Mais c'est quand même très différent des ligues fermées à l'américaine, parce que je pense qu'il y a aussi des spécificités européennes et françaises qu'il faut sauvegarder. Alors déjà, on se souvient un petit peu de la réaction des supporters, notamment anglais, qui, par des manifestations, ont fait stopper le projet de Ligue européenne, de Super League, donc de Ligue européenne fermée. Quels sont les retours qui vous viennent aux oreilles? Et vous imaginez bien que ça va être critiqué. Mais tout est critiqué quand on parle de foot ou de sport, donc ça c'est le jeu. Moi je suis assez surpris des retours en fait. J'ai eu énormément de réactions, de messages, y compris de gens très importants dans le foot, qui m'ont dit qu'il y avait en tout cas des pistes qui mériteraient le débat. Et en fait c'est pour ça que je l'ai fait. Le football l'a tellement mal qu'on peut au moins en débattre. Non, c'est pour lancer le débat. Et lancer le débat qui porte, je le crois, sur les vrais sujets. Si on commence à dire « c'est pas notre culture », alors c'est quoi la solution? C'est de rester dans un système qui n'est pas parvenu à dégager un résultat d'exploitation positif
en 20 ans, puisqu'en 20 ans, la Ligue 1 n'a jamais dégagé de résultats d'exploitation positifs avant les transferts. Pour moi, ça peut passer, si ça ne passait pas par un système de ligue fermée, ça pourrait qui sécurise les investissements, là, très clairement, ça, il n'y a pas de doute, ça pourrait passer par des salary cap européens, par une réglementation européenne qui mette tout le monde sur le même, au même niveau, quoi. Alors, je pense que le salary cap est une notion importante. On y arrive, même si ça n'est quand même... Parce que ça, c'est l'un des problèmes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est les salaires qui ont énormément augmenté. Alors, les gens disent souvent c'est les salaires des joueurs moyens. Ouais. Qu'un Lionel Messi, le PSG l'a toujours dit, ils ont gagné de l'argent avec Lionel Messi, qui était pourtant énormément payé. Mais des joueurs moyens à 100 000 euros, 200 000 euros par mois, etc., c'est cela qui pose problème. Écoutez... Raphaël, moi, ce qui me frappe quand je regarde le foot européen, et notamment ce que vous disiez sur les réactions qu'on a pu entendre après l'annonce du projet de Super League il y a quelques années, et notamment l'attitude des supporters, qui je trouve était très intéressante, c'est qu'en fait, on parle de solidarité, on parle de partage de la valeur, on parle de parties prenantes à respecter. Quand on compare l'organisation du système sportif européen avec l'organisation du système sportif américain, il y a un système qui est une jungle. Et je pèse mes mots, parce que j'en ai été un acteur, j'ai été au milieu de cette jungle. Bon. C'est le système européen. Parce que la draft équilibre ça dans les systèmes américains. C'est le système européen. Bien sûr. Et quand je réfléchissais à... Mais on garde le rêve qu'une petite équipe, imaginez, moi et mes amis, on crée un club, et c'est possible sur le papier que dans 20 ans, on soit champion de France de Ligue 1. En commençant en décembre. Raphaël, c'est de la grande hypocrisie. Pas complètement, c'est ce qui a réussi au Auxerre en 40 ans. C'est ce que Giroud a réussi en 40 ans. D'accord. Mais alors on revient au football d'il y a 40 ans. Moi je veux bien. C'est d'ailleurs, je trouve, une des limites que je vois à la mission sénatoriale, dont le titre était « Foot business, stop ou encore ». Le foot, le sport est une industrie. Alors on peut le regretter, mais c'est une industrie. Mais on a du mal à le reconnaître en France. On a du mal à le reconnaître. Et aux États-Unis, qui est la première nation sportive au monde, on a un système qui est beaucoup plus contrôlé, qui est beaucoup moins la jungle, qui est beaucoup plus solidaire à tout point de vue. Vous vous rendez compte, Raphaël, qu'aux États-Unis, les grandes équipes qui sont dans des métropoles énormes, Los Angeles, New York, etc., ces grandes équipes doivent reverser une partie de leurs recettes de billetterie aux équipes les plus modestes. Vous vous rendez compte de ça? Elle est où la jungle? Donc c'est pour ça que c'est une hypocrisie, c'est une immense hypocrisie. On masque la jungle à travers un discours sur « Oh, la promotion, c'est tellement joli ». Faire qu'une équipe joue face au PSG ou à l'OM 2 fois dans l'année, c'est tellement bien. Mais c'est une immense hypocrisie. La promotion, c'est un leurre. Quelle équipe, sur les 20 dernières années en France, s'est installée durablement, plus de 10 ans, en Ligue 1? Il y en a une, c'est Montpellier. Et d'ailleurs, le titre que Montpellier a gagné de champion de France 3 saisons seulement après sa promotion en Ligue 1, ça doit, de mon point de vue, être un des plus grands exploits du football français sur les 20 dernières années. Mais c'est le seul. Il y a eu Leicester en Angleterre. Ces clubs, ils font le yo-yo en permanence. D'accord ? Et puis, les conséquences sociales d'une relégation. Mais vous comprenez qu'une histoire comme Leicester, ça a redonné une certaine vie à la Première Ligue, ça a redonné... c'était quand même une belle histoire. C'était une belle histoire. Je ne suis pas certain que ça ait redonné une certaine vie à la Première Ligue. Je pense qu'elle était déjà dynamique, vibrante, brillante. Je pense que c'était une formidable histoire, d'accord, comme Bergame en Italie d'ailleurs. Enfin voilà, des clubs qui sont des petits clubs, en tout cas dans des bassins de population plus restreints et qui sont capables d'avoir des résultats sportifs exceptionnels. Moi, je pense que c'est un leurre. Et je pense que ces histoires, on les aura toujours si on a le champion de Ligue 2 ou son dauphin qui bat, une fois dans la saison ou 2 fois une équipe du top 6. Je me fais l'avocat du diable, mais imaginons une équipe de Ligue 2, les 2 équipes de Ligue 2 qui montent et qui font donc le 17e et le 18e club dans votre projet, et ils surperforment. Ils sont très bons.
Et à la fin de la saison, ils doivent redescendre en Ligue 2 ? Eh oui, c'est le deal, si je puis dire. Ils sont invités à jouer une saison en Ligue 1. Ils tapent tout le monde. Et retournez chez vous, les amis. Je pense que là, sur une saison complète, je pense que la probabilité pour que ça se passe sera quand même assez faible. Je pense aussi que dans un schéma de ligue avec 16 licences à perpétuité, des clubs qui sont là pour très longtemps, je pense forcément beaucoup plus puissant. Il y a une notion de fierté aussi. Enfin, je veux dire, c'est y compris d'ailleurs grâce aux supporters. Je pense que les supporters seront là pour rappeler aux équipes dirigeantes que on ne doit pas s'endormir sur nos lauriers ou sur notre licence. On doit participer à la compétition du début à la fin. Et d'ailleurs, j'avais aussi dans mon papier soumis une idée, c'est qu'il y ait un salary cap, mais il y ait aussi un plancher de masse salariale. C'est-à-dire qu'on impose aux propriétaires d'investir dans leur masse salariale joueur un minimum. Et ce minimum, il serait élevé dans mon esprit, pour éviter évidemment les comportements déviants qui consistent pour un propriétaire à sous-investir dans son équipe pour être peinard au sein de la nouvelle Ligue 1. Je pense qu'il faut aussi un plancher de masse salariale pour les propriétaires. Voilà, je pense qu'il y aura encore des histoires formidables à raconter, y compris avec le champion de Ligue 2 qui viendra peut-être taper un ou deux membres du top 6 ou du top 7 français. Ce sera formidable. Parce que on sait que c'est ce qu'on adore aussi en Europe de manière générale, mais je pense en France, l'histoire de Brest est formidable aussi pour ça. Formidable. Et dans ce format de Ligue des Champions, ça, voilà, ça donne un petit peu d'air. Et ça. Un petit mot sur les playoffs. Parce que le modèle US, alors les playoffs, comme vous le disiez, ça existe déjà en Belgique, mais c'est surtout un modèle américain. Et ce qu'on constate, ce que moi je constate aux États-Unis, par exemple, c'est qu'il y a une perte d'intérêt pour la saison régulière. Ça crée un moment incroyable au moment des playoffs, où là, c'est une intensité folle, etc., etc. Mais les matchs de saison régulière sont quand même très moyens, il n'y a pas d'intensité, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas peur de finalement tuer un petit peu le produit, quoi, ou tuer le produit sur 80% du temps pour 20% d'excitation, parce qu'on se souvient que le Final 8, c'était fantastique, hein. C'est une intensité incroyable, ça rejoignait un petit peu cette idée de play-off pendant le Covid. Moi, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a des situations différentes dans les ligues américaines. En NFL, on joue 16 fois, bientôt 17, je crois, en saison régulière. En NBA, on joue 80 fois, plus de 80 fois. 82. Voilà. En France, on a 34 journées. Donc, on n'en est pas quand même au niveau de rencontres, de matchs en saison régulière qu'on peut avoir en NBA. Donc, il y a, je pense, des spécificités. Je crois qu'on a envie d'imaginer des histoires. La saison régulière, c'est une histoire en tant que telle. Ça l'est d'ailleurs aussi, et je le redis, parce que c'est la saison régulière qui va définir les places européennes. Et ça, c'est un enjeu qui devient de plus en plus important pour les ligues européennes et les équipes qui participent aux compétitions européennes. Donc ça, je pense que c'est très important. Mais c'est formidable aussi pour les diffuseurs d'être capables de raconter une deuxième histoire à la fin de la saison avec un play-off qui peut être marketé différemment, qui peut vraiment relancer un grand intérêt. Vous savez, combien de fois, ces 12 dernières années, le PSG a été champion plusieurs journées avant la fin de la saison. Donc, qu'est-ce qui est mieux ? Est-ce qu'il ne faut pas essayer par tous les moyens de relancer l'intérêt et d'améliorer l'équilibre concurrentiel à travers ce type de format, ce nouveau produit, ou est-ce qu'il faut continuer avec ce qu'on connaît aujourd'hui ? Moi, je crois qu'il faut innover. Je reviens au système de promotion-relégation. L'année dernière, Lyon, où tout le monde croit qu'ils vont descendre, puis ils reviennent, ça crée un intérêt incroyable. Ces dernières journées de championnat auront beaucoup moins d'intérêt. Tous les clubs, les 6-7 clubs qui sont confrontés à la lutte pour le maintien pour les dernières journées, voilà, ils se diront, bon... Raphaël, je pense que quand vous parlez à des diffuseurs et que vous leur demandez qu'ils expliquent comment se répartit la valeur des droits qu'ils sont prêts à payer pour diffuser le football, ils vous diront qu'il y a quelques affiches qui représentent un pourcentage énorme
de la valeur de ces droits. Et donc je crains malheureusement que l'intérêt que portent les diffuseurs pour ces matchs que vous décrivez comme ceux qui vont décider du maintien ne sont pas les plus importants. Et donc je pense vraiment que cette histoire de promotion-relégation est un leurre. Et puis, Raphaël, est-ce que au moment où on parle de la santé du football français, de sa compétitivité, qui peut dire que le football français se porte mieux quand Bordeaux, Toulouse ou Saint-Étienne sont en Ligue 2? Personne. Quand j'étais aux affaires, j'allais dire, je crois que Monaco, Lille ont terminé 17e. Ça a été limite pour les voir relégués. Est-ce que ça fait du bien au foot français? Est-ce que ça raconte une super histoire? Je ne pense pas. Donc on supprime ce risque-là, on permet aux équipes les plus modestes, qui ont évidemment un rôle à jouer, qui doivent pouvoir être valorisées aussi, de jouer en Ligue 1 pendant une saison, et on tourne. Après cette saison, elles redescendent et elles sont remplacées par 2 nouvelles équipes. Je comprends. Mais vous avez dit quelque chose de très important. J'ai essayé de vous orienter sur les supporters qui sont les clients, dans n'importe quel business, et vous m'avez répondu sur les diffuseurs. Et ça, je pense que c'est important, c'est que je pense qu'on marque là, et les diffuseurs, c'est eux qui pérennisent le championnat. Donc je comprends tout à fait que vous orientiez votre priorité sur les diffuseurs, sur les financeurs, mais c'est vrai que moi, naturellement, je m'intéressais aux clients. Et que les clients, certes, veulent plus voir, tout le monde veut voir le PSG-OM, etc., etc., mais je crois quand même que, vous parliez de Montpellier tout à l'heure, qui va jouer son maintien, ça va être quelque chose dans le bassin de Montpellier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, qu'il faut parler aux clients, qu'il faut parler aux supporters. Mais Raphaël, le propre d'un diffuseur, c'est de donner un produit qui va plaire à ses abonnés ou à ses téléspectateurs. Il y a un alignement d'intérêts qui est évident. Si j'osais, je dirais que ceux qui devraient travailler beaucoup aussi sur le format des compétitions, en tout cas qui devraient être à la table, ce sont les diffuseurs. Parce que leur intérêt, c'est de vendre des abonnements et c'est de maximiser leur audience. Et donc, il ne va pas y avoir un schéma qui sera imaginé entre une ligue et ses diffuseurs et qui serait à l'encontre de l'intérêt des supporters. Et les supporters, ils aiment probablement le football qu'ils ont connu il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 40 ans quand ils étaient enfants et qu'ils étaient au stade avec leur père ou leur grand-père ou leur grand-mère. Il en existe à Marseille notamment. Mais je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Ils voient aussi la différence entre un système qui, encore une fois, je le maintiens, est devenu une jungle et qu'il faut être capable de réformer de façon radicale. Vous avez bien connu, vous avez été parfois en conflit avec les groupes de supporters de l'OM. Est-ce que vous imaginez les supporters de l'OM, donc avec la composante groupe de supporters, mais il y a aussi le grand public, supporters de l'OM, adhérer à ce projet? Je prends l'exemple marseillais parce que c'est celui que vous connaissez bien. Mais... Je vais donner un exemple sur le titre de champion et pourquoi les playoffs me semblent quelque chose de si important. Aujourd'hui, le PSG, c'est quel budget, Raphaël? C'est quasiment 1 milliard. Alors, pas tout à fait. 800 millions. Voilà, je pense que le PSG, maintenant, c'est 800 millions. Alors là aussi, il y a de l'argent de CVC. Allez, 700 millions. C'est combien de fois plus que Lyon ou Marseille? Lyon ou Marseille, ça doit être 2. Ouais, 2,5. Je pense que c'est plutôt 3 fois plus, voire 3 fois et demi plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité qu'une autre équipe puisse devenir champion à l'issue de la saison régulière, elle est très mince. Elle est tellement mince que le PSG a gagné 10 titres sur les 12 dernières saisons. En ayant un play-off qui attribue le titre de champion de Ligue 1, alors on change tout. Ah oui. Et on donne beaucoup plus de chance à un OM, à un Lyon, à un Lille, et puis pourquoi pas à un autre club, s'il termine dans les 8 premiers ou dans les 4 premiers, de devenir le champion. Et ça, c'est un changement qui, je pense, est profond et qui doit plaire aux supporters. Bien sûr. Parce que c'est la possibilité de leur permettre de gagner des titres
plus facilement, c'est jamais facile, mais moins difficilement que dans un système qui, je le rappelle, fait de la Ligue 1 le championnat le plus inégalitaire d'Europe, puisque le PSG représente 34% du chiffre d'affaires de Ligue 1. C'est une originalité au niveau européen. Il n'y a pas un club en Europe, dans le Big 5, qui trust ou concentre une partie si importante de la valeur. Donc voilà, on n'est pas à armes égales. Il faut trouver d'autres moyens d'assurer un équilibre compétitif meilleur. Alors, on a bien expliqué votre projet et on va voir le chemin que ça fait chez les autorités du football français. On va voir si ça s'infuse un petit peu dans les esprits, dans les futures réunions. Quel est le constat, quel est l'état des lieux que vous faites du fonctionnement du football français aujourd'hui ? Je pense que c'est cohérent avec tout ce dont on vient de parler, en fait, et la nécessité d'adopter un nouveau modèle. Pourquoi ? Parce que le modèle existant, il désaligne les intérêts. Chacun a toujours tendance à privilégier son intérêt personnel à l'intérêt général, même si parfois on parle d'intérêt général. Il faut gagner des matchs, il ne faut pas être relégué, et c'est ça qui compte. Il faut dépenser de l'argent tant qu'il y en a, et quand on est au sommet de la pyramide, il faut qu'on regarde les compétitions européennes, parce que c'est là où sont les enjeux majeurs, y compris financiers, et on oublie ce que doit devenir la Ligue, le championnat dans lequel on joue et qui va nous faire nous développer de façon beaucoup plus rapide et saine et pérenne. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un système qui privilégie les intérêts individuels, même s'il y a des gens de très bonne volonté autour de la table. Mais on est rattrapé par l'aspect compétitif et le fait de gagner les matchs. Vous l'avez connu, ça. Parce que je me souviens de vous il y a quelques années, vous étiez écharpé aussi avec Jean-Michel Aulas, où vous défendiez les intérêts de l'OM, il défendait les intérêts de l'OL, etc. On peut être vite pris dans la matrice, c'est ça ? On peut être vite pris dans la matrice, et c'est dommage, parce que je pense que c'est bien pour les réseaux sociaux, mais c'est pas la vraie vie. Et moi, Jean-Michel, j'ai toujours eu beaucoup de respect, y compris d'admiration pour ce qu'il avait fait pendant toutes ces années. Mais c'est une pression qui est intrinsèque au système. C'est le message que je veux vous passer, c'est la réponse que je veux vous donner. Faire péter le système. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un nouveau système qui va encore une fois placer la Ligue au-dessus des intérêts particuliers. Et la seule façon d'y arriver, de mon point de vue, c'est d'adopter ce modèle de Ligue avec 16 licences à perpétuité qui vont permettre aux actionnaires d'avoir de la visibilité sur leur investissement. Et ça, c'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que c'est possible de créer un nouveau système qui doit forcément partir de la tête de la Ligue, quand la tête de la Ligue est vachement critiquée ces derniers temps? Vincent Labrune a été critiqué pour sa gestion de la crise, pour le contrat CVC, il y a une enquête judiciaire qui est en cours dont on parle, moi je trouve qu'on en parle très peu, sur comment ont été répartis les 37 millions de bonus qui ont été ceux qui ont négocié le contrat CVC. Vous êtes du côté de ceux qui disent que Vincent Labrune a sauvé le football français, ou vous êtes dans le camp de ceux qui disent qu'il a vendu les bijoux de famille? Pour rappel, CVC a acheté pour 1,5 million, qui ont quasiment été déjà dépensés par les clubs français, contre 13% des droits télé à vie. Moi, je voudrais qu'on adopte une position un peu plus nuancée, quoi. Je voudrais qu'on arrête les anathèmes. Un tel est nul. D'ailleurs, ils sont tous nuls. Enfin, je trouve ça injuste. D'abord parce que on a pu me trouver nul, d'ailleurs, à mon tour. C'est la liberté de chacun. Mais moi, j'ai vu, j'ai côtoyé une grande partie de ces présidents de clubs et de ces propriétaires pendant 7 ans. Et il y a des gens formidables qui se donnent, j'allais dire corps et âme, en tout cas, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça mérite le respect. Alors, est-ce qu'on fait des erreurs? Bien sûr qu'on a pu faire des erreurs. Je pourrais y revenir d'ailleurs. Mais je pense déjà il faut un peu plus de mesure et de nuance. Et vous savez, c'est marrant ce que vous me dites, me fait penser à une phrase que j'ai toujours en tête. C'est d'un journaliste parisien de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a dit cette phrase. Quelqu'un qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui tous ceux qui voudraient faire exactement la même chose, ceux qui voudraient faire le contraire,
et surtout la grande armée de ceux d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. C'est un peu ce qui s'applique au foot. Et puis le foot intéresse Le café du beaucoup de commerce. gens, voilà, le café du commerce. Bon, c'est dommage, c'est compliqué, c'est un métier difficile. Un jour, un ancien président de la République me convoque dans son bureau, et j'arrive dans son bureau, je m'assieds et il me dit « Ah, voilà celui qui a le deuxième job le plus difficile de France après le mien. » Je crois qu'il a beaucoup exagéré, hein, parce qu'il y a des jobs très difficiles. Oui, mais on en reparlera, le vôtre a été dur. Enseignant et travailler à l'usine. Mais voilà, ce sont des gens qui bossent, qui donnent beaucoup pour leur club et qui méritent d'être respectés pour ça. Voilà. Après, je veux bien qu'on prenne différentes thématiques, différentes décisions, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors, par exemple, sur l'un des conflits du moment, c'est la position dominante de Nasser Al-Khelaifi, qui fait beaucoup parler. John Textor s'y est opposé, avec des propos très virulents. Pour vous, c'est problématique ou pas? Votre position? Alors, plusieurs choses. Point 1, d'abord, on est dans une ligue trop déséquilibrée. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je rappelais ce chiffre. Un club génère 34% du chiffre d'affaires de toute la ligue. Record européen dans le Big 5. Donc ça, c'est pas normal, ça, c'est déséquilibré, ça, c'est trop inégal et ça laisse trop peu de chance aux autres d'être compétitifs par rapport à une telle puissance financière. Donc ça, c'est le point 1. Point 2, c'est quand même quelqu'un qui a investi des milliards dans le foot français. Bon, ça mérite le respect, non? Ça mérite quand même la reconnaissance. À travers le PSG, alors un peu contradictoire avec ce que je viens de dire à l'instant, oui, parce que personne ne peut suivre. Même des milliardaires américains ou autres ne peuvent pas suivre. Bon, mais qu'à travers le PSG ou à travers beIN, on soit arrivé à de tels montants d'investissement pour la Ligue 1, je pense qu'il faut quand même être un petit peu reconnaissant, non? Donc après, est-ce que ça soulève des questions? Probablement. Probablement. Que dans des négociations et des discussions sur des appels d'offres, alors effectivement, Nasser Al-Khelaifi doit être absent des débats. Parce que c'est ce qui se passerait dans n'importe quelle industrie et je ne pense pas que ce soit le cas. Donc ça doit être évidemment très important de maintenir cette séparation. Ça n'était pas le cas de votre temps? Je pense qu'il n'était jamais très loin quand même. Parce qu'il se dit qu'il sort au moment où ça parle droit télé, il se dit qu'il sortait. Je sais pas. Mais moi, de votre temps, pas forcément. Je sais pas. Je m'interroge là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il faut être capable de respecter tout ça parce que sinon, on peut brandir et à raison le conflit d'intérêts et c'est un problème. Mais soyons quand même reconnaissants de ce qu'a été la contribution financière du Qatar et de Nasser dans le football français. C'est quand même majeur. Il est temps maintenant de rééquilibrer le système, précisément. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle donné par la révélation, oui, de ce qui s'est passé lors de cette réunion du CA de la Ligue de l'été dernier? Est-ce que vous avez déjà connu des ambiances comme celle-là, des oppositions comme celle-là, des invectives comme celle-là de votre temps? Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu? Écoutez, moi j'ai été dans le foot 7 ans, j'ai été dans les médias 15 ans, les médias sportifs, j'ai été dans l'industrie du spectacle et du divertissement pendant des années. Je sais ce qui se passe dans les boardrooms ou dans les salles de réunion. Ce que je veux dire, c'est que ça peut chauffer. Et c'est normal. Et je connais peu d'industries où, quand les concurrents sont autour de la table, ceux-là ne sont pas amenés à parfois hausser le ton, voire même à s'envoyer des noms d'oiseaux. Donc, vous avez pas... donc, pour moi, c'est la vie des affaires. Ce que je trouve honteux, c'est que ce passage
ait été fuité et se soit retrouvé... pour vous, c'est le problème, c'est la fuite plutôt que ce qui se dit? Pour moi, des conflits, y compris des conflits de personnes, ça a toujours existé entre concurrents dans toutes les industries. Ou alors, on parle d'entente. Et c'est aussi quelque chose qui est puni par la loi. Bon, donc ça existe partout. Et malheureusement, c'est la vie des affaires. C'est difficile, c'est dur, c'est violent parfois. Je regrette beaucoup que cette séquence ait été diffusée. Je trouve que c'était pas sa place. En vous entendant parler comme ça, et quand on sait que tout changement doit se faire par le haut, est-ce que vous ne seriez pas intéressé par les prochaines élections de la Ligue, hein? J'avais pas pensé de poser cette question-là, mais en même temps, en vous entendant parler, etc., et c'est pas aberrant de vouloir faire passer ces idées en se proposant à des élections. Alors là, les élections viennent d'arriver. Hein, alors voilà. C'est pas du tout le cas. Okay. Je crois d'ailleurs que la meilleure façon que ça n'arrive pas, que ça n'arrive pas, c'est précisément de partager ce type d'idées et de schémas, j'allais dire un peu disruptifs. Je crois que ça, c'est vraiment la meilleure façon de ne pas susciter l'intérêt, ou en tout cas un intérêt de ce type. Donc, je connais assez le système pour ne pas tomber dans le piège, ou plutôt, au contraire, d'être transparent et de partager ce que j'ai dans la tête, parce que je pense que c'est le bon moment et que si ça peut contribuer à un débat, à une discussion sur vraiment les vrais enjeux, tant mieux. Voilà, ça n'avait pas plus de but ou d'objectif que ça. Et vous, votre avenir à vous dans le foot? J'ai lu votre nom dans le projet de rachat de Girondins de Bordeaux. On connaît tous le drame sportif et financier que vivent les Girondins, qui est quand même l'un des plus gros clubs français. Qu'est-ce qu'il en est? Votre nom était associé à celui d'Oliver Kahn pour la reprise des Girondins. Qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le foot, c'est le nombre de rencontres que vous êtes amené à faire. Ça, c'est absolument exceptionnel. Dans les 6 premiers mois de mon mandat à l'OM, je suis allé voir les plus grands clubs européens. J'ai passé une journée avec les équipes de management des 6-8 plus grands clubs européens. Je suis allé à Manchester City, je suis allé au Barça, je suis allé à la Juve, je suis allé au Bayern, bref. Et j'ai énormément appris. Mais j'ai appris aussi beaucoup en me retrouvant au milieu de la Turquie, à Konya. Ça a été un moment très fort et accueilli merveilleusement bien par les dirigeants de Konya Sport, ou en Afrique, ou au Sénégal, par exemple. Je me suis intéressé à ce que pouvait être une filière, un partenariat dans la formation avec l'Afrique, dont on a beaucoup à apprendre, dans le domaine du sport notamment. Donc ces rencontres, elles m'ont nourri. Il se trouve que au Bayern, j'ai rencontré les dirigeants du Bayern, j'ai gardé le contact avec eux comme avec tous ceux que j'ai pu rencontrer, et j'ai trouvé des gens formidables. Oliver Kahn, ça a été une légende du sport et du football allemand, vraiment une légende. Mais au-delà d'être une légende, c'est quelqu'un d'ultra compétent et c'est quelqu'un de bien. Il a quand même été CEO du Bayern Munich, club qui est connu notamment pour avoir 0 dette à son bilan. Donc voilà, c'est un grand gestionnaire aussi, en plus d'être une légende de son sport. Et donc en fait, c'est eux qui tout simplement m'ont demandé si je pouvais les aider et les accompagner dans cette aventure. Donc on travaille effectivement sur les Girondins de Bordeaux, qui est un très beau club, mais mon rôle se limite à ça. Voilà. Go-between. Voilà, je les aide, je les conseille. S'ils ont besoin de mes conseils, parce que ce sont déjà des gens d'une grande intelligence et qui connaissent tellement bien le sport, et je pense qu'ils ont un magnifique projet pour Bordeaux. Et alors, si vous voulez bien nous en parler un tout petit peu de ce projet, on en est où? Tout de suite, je vous vois dire non. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce projet? Parce que forcément, je sais pas si vous regardez un petit peu comment ça se passe même en N2, il y a du monde qui les suit. Vous voyez ça, c'est une légende du football français, qu'on soit bordelais ou pas bordelais. Voir 12 000 supporters qui sont là en N2,
il y a très peu de clubs qui sont capables de ça. L'OM, Bordeaux, voilà, Lens peut-être. On se souvient de Strasbourg en national à l'époque, qui avait fait des choses fantastiques. Absolument, donc c'est magnifique. Quelle leçon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire grand-chose, Raphaël, parce que moi d'abord, je n'ai pas l'habitude de discuter en public de choses confidentielles et privées. Et puis, mais vous y croyez? Et puis, si on n'y croit pas, on ne serait pas là. C'est des gens qui ne sont pas du genre à... Vous savez, alors, c'est très drôle ça. Enfin non, d'ailleurs, ça ne l'est pas du tout. J'ai rencontré beaucoup de gens dans le football qui s'intéressaient au football pour leur image personnelle ou leur communication personnelle. C'était un moyen pour eux d'avoir leur quart d'heure de célébrité. Parfois, malheureusement, le quart d'heure, ça prend quelques semaines ou quelques mois. J'ai quelques exemples très précis en tête. J'ai envie de vous demander qui, mais vous ne me direz pas. Mais là, là, c'est pas ça. Oliver Kahn, il n'a pas besoin de s'intéresser à Bordeaux pour faire parler de lui. Donc, s'il le fait, c'est vraiment qu'il a une histoire d'abord, lui, personnelle. Il a joué là-bas. Avec le Bayern d'Europe, avec le Bayern. 96. Voilà. Et donc, il est très attaché à ce club et je pense qu'il a un projet absolument magnifique. Mais c'est une procédure judiciaire puisque le club est en redressement. Et donc, voilà, je pense qu'il faut rester discret. On va passer à la page OM et à votre page, la page que vous attendez avec impatience. Dans les coulisses, personne ou les gens ne savent pas ce que vous avez fait, alors que vous avez fait des choses fantastiques à Sport Ever, à Disney, vous avez commencé porte-parole, vous avez fini l'un des patrons, etc., etc. Et par contre, il y a 5 ans, vous avez fait 7 ans dans le foot, mais il y a 5 ans qui vous auront marqué à vie pour le grand public, et je pense que c'est les 5 ans dont on vous parle le plus. C'est vos 5 ans à la tête de l'OM. Pape Diouf et Didier Deschamps disaient la même chose, c'est-à-dire qu'1 an à l'OM, ça vaut 10 ans ailleurs. Donc je vais vous parler de vos 50 ans à l'OM. Qu'est-ce que vous gardez de vos 5 ans de présidence? L'OM, c'est dans les veines. Il y a des joies et des lourdes peines. Rien de nouveau sous le soleil. Et vos plus grandes joies, ça a été quoi? Oh. Il y a des grands moments. Il y a une finale européenne, il y a le match magique de Leipzig, il y a des moments très très forts. Il y en a eu tellement, c'est innombrable. Bon, Leipzig par exemple, c'est... Des émotions. Je pense que ça a été, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, tellement ça a été un scénario incroyable avec avec un public en fusion. On me dit encore aujourd'hui que c'était probablement un des matchs les plus extraordinaires des 20 dernières années, un des 2-3 les plus extraordinaires. Mais déjà, avant, Salzbourg, c'était pas triste non plus. Ils nous avaient mis en bas de la tribune, on était coincés entre des supporters autrichiens qui n'étaient pas très agréables. On n'a pas été loin d'en venir aux mains d'ailleurs. Ah ouais. C'était, je suis ressorti en larmes parce que parce que j'aurais voulu en venir aux mains, mais parce que l'émotion extraordinaire du sport, la puissance du sport en tant que fabrique d'émotions, elle est quand même incomparable. Et c'est ce qui fait que ce type de mission est tellement unique. Alors c'est dur, c'est très dur pour tout le monde, pour votre famille, mais c'est incomparable. Et puis ces rencontres aussi, des rencontres sur le terrain, à côté du terrain ou en dehors du terrain, parce que moi, un des thèmes qui m'a toujours beaucoup passionné quand on est dirigeant d'un club, c'est sa responsabilité sociale, à quel point sa voix porte, à quel point... Et vous avez agi. Quand on dirige un club comme celui-là, on est écouté, on est entendu, et on doit faire des choses aussi pour la ville, pour la société, pour les gens qui sont dans le besoin et qui parfois n'ont que ce club comme source d'espoir et de plaisir. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est vous qui avez créé la fondation OM. Non. Ou alors vous avez développé la fondation OM. Il y avait déjà une structure qui existait et on l'a transformée en fondation. D'accord. Mais c'était quelque chose de très important pour moi. Et vous voyez, la Castellane, quand je vais dans cette cité, je suis accueilli par Hassen,
par toute l'équipe du centre d'action sociale et je me balade et je traverse la cité et que je vois au nord ce terrain vraiment en mauvais état, mais avec plein de mômes qui jouaient. Et je me dis, mais bon sang, on doit recréer quelque chose ici. Et parce que je marche au milieu des dealers, quoi. J'en ai même un qui vient masquer et qui vient me taper sur l'épaule en me disant, bon alors, président, le prochain grand attaquant, il vient quand? Enfin, vous voyez, c'est des scènes de vie qui sont uniques et qu'on n'oublie pas. Et maintenant, j'ai tourné la page, évidemment, et je suis passé à autre chose. Mais c'est quand même des moments extrêmement forts. Donc, à la fois sur le terrain, comme en dehors. Et si on s'intéresse à la vie, si on s'intéresse à la société, si on s'intéresse aux gens, alors je peux vous dire que c'est aussi un truc qu'on ne soulève jamais ou très rarement. Diriger un club de foot, ça vous permet de faire des rencontres absolument exceptionnelles. Le truc dont vous êtes le plus fier sur vos 5 ans à la tête de l'OM? Bon, il y en a plusieurs. D'abord, c'est l'équipe autour de moi, parce que là aussi, c'est un truc qui les a fait rire pendant longtemps. Je trouvais ça dingue que quand on devenait président d'un club de foot, ses collaborateurs vous appelaient président. Et je les ai engueulés assez vite. Je leur ai dit, écoutez, non, attendez, on va faire différemment. Maintenant, le prochain que j'entends m'appeler président, il devra mettre 2 € dans un truc là, parce que non, je veux pas qu'on m'appelle président. Je suis président, j'ai pas besoin qu'on m'appelle président pour sentir que je le suis ou que j'ai revêtu le costume. Mais dans le foot, ça se fait beaucoup, ça. Donc c'est l'équipe, parce que voilà, sans eux, sans les anciens, les nouveaux. On en reparlera, mais c'est vous qui faites venir Pablo Longoria, par exemple. C'est cette équipe qui a permis d'arriver où on est arrivé. Alors, en 5 ans, en classement moyen, on était le 2e club en France derrière le PSG. On a été en finale d'Europa League, c'était la première fois depuis 14 ans. On est revenu en Ligue des Champions, c'était la première fois depuis 7 ans. On a négocié, c'était dur, avec la ville de Marseille, un contrat de gestion du stade, parce qu'il faut savoir que quand j'arrive à l'OM, en fait, ce que les gens ne peuvent pas savoir, c'est que j'avais les clés du stade. L'équipe avait les clés du stade. Le jour du match. La veille du match. Après, entre 4 et 6 heures de constat d'huissier, où on faisait toutes les portes pour voir s'il y avait un truc. Et donc, vous vous rendez compte, un club de la taille de l'OM, de l'ambition de l'OM, vivre ça, c'était quand même particulier. Et donc, on a obtenu la gestion du stade 365 jours par an. Et ça a été un moment important. Et c'est d'ailleurs des dizaines de millions d'euros de revenus aujourd'hui pour le club, quand il y a les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby. Alors, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Jacques-Henri Hérault, c'est lui qui m'appelle en me disant, voilà, je fais partie du projet de reprise avec Franck McCourt, etc. On voudrait que tu sois le coach. Moi, je lui ai dit, a priori, non, mais je peux regarder, etc. Et puis finalement, j'ai rencontré des gens normaux, Jacques-Henri Hérault le premier, qui peut-être, certes, manquait un peu d'expérience footballistique. Ouais, mais peu importe. Il a fait un peu aussi place nette, ce qui est pas facile. Moi, j'ai toujours dit que je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, je suis arrivé dans un club normal avec des gens normaux. Voilà, Jacques-Henri Hérault, qui est vraiment qui a été un très bon président, et qui a été beaucoup critiqué à mauvais titre, d'ailleurs, parce que c'est une personne de grande qualité. Est-ce que c'était pas une de vos priorités, ça, de faire de l'OM un club normal et d'être un président normal? C'est dur de m'exprimer sur l'OM parce que j'y ai passé 5 ans de ma vie. Alors, c'est peut-être 50 ans, comme vous le dites. Ça fait x10, selon Didier Deschamps ou Pape Diouf. Mais voilà, je me suis astreint à une règle, c'est d'abord de tourner la page, et je l'ai tournée, et de rien dire qui pourrait mettre en difficulté ou en porte-à-faux mes successeurs et toute l'équipe qui gère le club aujourd'hui. Donc voilà un homme bien dans le football qui mérite beaucoup de reconnaissance. Je ne sais pas d'ailleurs, à part Didier Deschamps et Zinedine Zidane, quel entraîneur français
à ce palmarès et à ses résultats. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je l'ai voulu. C'est lui qui nous a emmenés en finale de Ligue Europa. Et c'est quelqu'un de bien. Donc je suis heureux de l'avoir recruté et d'être resté en contact avec lui d'ailleurs. Je vais me permettre d'aller vous chercher un petit peu quand même parce que c'est quand même sur ça qu'on vous attend aussi. Et pour moi, il y a une symbolique de cette présidence normale, ou en tout cas de vouloir apaiser un petit peu l'ambiance autour de Marseille. C'est autour de cette fameuse image dont on doit régulièrement vous proposer une tisane, où il doit régulièrement y avoir cette image qui est restée. Avec le recul, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire? Pourquoi vous avez voulu faire ce trait d'humour, parce que c'est de l'humour que vous faites à ce moment-là, mais qui avait du sens? Oui, parce qu'on n'était pas à la fin encore du mercato, il restait quand même beaucoup de journées. On était, je dirais, assez confiants, parce qu'il y avait des pistes et qu'on pensait pouvoir faire des choses intelligentes. C'est difficile, hein, les mercatos sont tous très difficiles. Et c'est vrai que j'ai voulu faire un trait d'humour. Alors ouais, ça se fait peut-être pas, comme d'ailleurs un président ne fait pas ses présentations avec des PowerPoint, mais moi je trouve que des PowerPoint, il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui utilisent cet outil pour véhiculer des messages, faire en sorte que ces messages sont peut-être plus clairs après tout. Bon, ça allait pas au-delà de ça, hein. J'ai pas d'action Microsoft. Et là, c'était un peu la même chose, c'était de faire un trait d'humour, et j'ai compris ce jour-là que l'humour n'était pas la valeur la plus partagée dans le monde du football, si vous voyez ce que je veux dire. Et je le regrette parce que même si il paraît, hein, l'air assez sérieux, voire pas drôle du tout, pas commode, on m'a dit souvent, il y a parfois où j'aime bien rigoler, et même sur le foot. Voilà, donc je l'ai fait une fois, je l'ai pas refait 2 fois. On continue à non pas à m'envoyer des tisanes, mais à me rappeler la tisane. Ouais, c'est comme ça. Et avec le recul, vous vivez pas trop mal? Je vis très bien. Un truc important, selon moi, c'est que vous avez représenté, et ça, je ne sais pas si vous le referiez de la même manière, même si ce n'est pas vous qui l'avez instauré, c'était aussi votre propriétaire, Frank McCourt, mais vous avez un petit peu représenté auprès du grand public l'OM Champions Project, où on a parlé très vite de victoire en Ligue des Champions, enfin de choses extrêmement ambitieuses qui étaient peut-être un petit peu détachées de la réalité du moment, hein, mais qui correspond à la mentalité américaine. Vous avez été très moqué à cause de ça, quoi. Ça vous... Alors, c'est pas ma création, ce terme. Et je dis pas ça pour me dédouaner, parce que je l'imagine. C'est ce que j'aime bien, plus que tout dans les hommes et les femmes, c'est le courage et l'intégrité. Et notamment dans le foot. Donc je suis solidaire de ce choix qui a été fait, de lancer ce projet en utilisant ce terme. Est-ce que si j'avais à le faire ou à le refaire, est-ce que ce serait ça? Probablement pas. Mais ça, c'est lié, alors pour le coup, à des différences de culture. Au fait que c'est vrai que quand on est américain, quand on connaît bien le sport, on a envie d'afficher une ambition et une ambition élevée. Et c'est le cas avec Franck, c'était le cas avec Franck, et de façon tellement authentique. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'a prouvé. Hein. Je crois que si on n'a pas gagné la Ligue des Champions, l'investissement qui a été fait est tellement exceptionnel, unique, en France certainement, parce que c'est pas un pays, c'est pas une nation, c'est un homme qui a connu le succès dans les affaires et qui a dépensé des centaines de millions d'euros dans ce club. Donc ça aussi, ça mérite énormément de respect et de reconnaissance. Alors bon, être moqué, encore une fois, ça fait partie du job et peut-être qu'on aurait dû trouver une autre expression, mais je crois que ça venait d'un bon sentiment. Voilà, c'est peut-être ça l'essentiel. C'est que ça venait vraiment d'un bon sentiment et d'une volonté, après quand même 2 années difficiles où, je crois, les 11 principaux joueurs de l'OM avaient été cédés, étaient partis. Le club était 13e. Il fallait redonner un espoir. Voilà, je dirais l'authenticité, elle était là, elle était derrière cette expression. Les moqueries, c'est anecdotique. Mais vous avez vécu bien pire. Vous avez vécu les menaces de mort, vous avez vécu des moments
très grave. Enfin, il y a eu l'envahissement de la commanderie. Il y a encore 4 ans après votre départ, il y a encore des menaces de mort, JHE à mort, des insultes voilà, très crues qu'on peut voir encore autour de Marseille aujourd'hui. Comment vous l'avez vécu à l'époque et comment vous l'avez digéré aujourd'hui? Je l'ai digéré parce que, encore une fois, quand je vous dis que j'ai tourné la page, j'ai tourné la page. Avec les bons moments, avec les moins bons moments. Je crois que je suis quelqu'un d'assez intransigeant sur les valeurs. Et donc, quand j'étais convaincu que le club sortirait vainqueur, s'il parvenait à en finir avec un certain nombre de pratiques qui l'ont longtemps stigmatisé quand on pensait au foot français, là aussi, je pensais authentiquement que c'était la voie. Quand je vois Pablo en situation de détresse, bah, je suis malheureux. Là, pour le coup, je suis triste, je le regrette. Pour lui, mais d'abord pour le club. C'est comme ça. Mais vous, à quel point ça a été difficile à vivre? Parce que vous êtes dans la fonction, mais vous n'êtes pas que une fonction de président. Quand vous donnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de votre vie pendant 5 ans et que vous arrivez à ce type de conflictualité, bien sûr que c'est dur quand votre famille est menacée, mais la justice est là et la justice les a condamnés, à la fois les cyberharceleurs et ceux qui ont mené l'envahissement de la commanderie. Donc la justice est passée, et moi je suis passé à autre chose. Est-ce que vous avez un regret? On a toujours des regrets, mais je vais les garder pour moi. Pas de souci. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des fois où vous avez dû vous cacher pour partir de la commanderie? Non. Non. On m'a dit que vous aviez été obligé de partir des fois allongé dans un van ou des trucs comme ça. Jamais. Vous avez eu peur pour votre vie à un moment? C'est jamais agréable de recevoir des menaces de mort. C'est jamais agréable d'être sous la protection de la BAC de Marseille, des gens formidables qui m'ont aidé à un certain moment, ou c'est jamais agréable d'avoir un officier de sécurité avec soi. Ça ne devrait pas être le foot, ça. Bon. Il faut, en toute chose, et dans les affaires aussi, faire des compromis. Mais il y a un moment où on ne peut pas en faire, on ne peut pas aller au-delà d'une limite qu'on s'est fixée, pas pour soi, pas pour faire le malin. Je ne crois pas que c'est moi, ça, mais pour le club, pour l'institution, pour l'entreprise. Donc voilà, j'ai voulu aller au bout, et ce club est tellement particulier, il est tellement unique, qu'il mérite d'aller au sommet, et en tout cas qu'il ne doit pas accepter la violence. Voilà, je crois que la violence, c'est un truc qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui, quoi. Vous avez eu le courage de vous opposer aussi à certains agents en ne traitant qu'avec les agents licenciés. Vous êtes aussi opposé aux groupes de supporters qui ont une puissance phénoménale à Marseille. Vous êtes allé jusqu'à exclure les Yankees qui ont été impliqués dans diverses malversations. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses que vous avez payées? Est-ce que vous pensez que des groupes de supporters ont eu votre peau, en gros, au bout d'un moment? Vraiment, je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne veux pas remettre une pièce dans le jukebox. Vous voyez. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Encore une fois, pas pour moi, mais pour le bien de ce club, qui est magnifique et qui mérite les plus hauts standards en matière d'intégrité, de pratique professionnelle. Et voilà, c'est tout. Vous avez tenté de dépassionner un petit peu le fonctionnement du club en remerciant parfois des salariés que vous estimiez trop supporters ou qui avaient du mal à travailler le lendemain d'une défaite, ou, etc., etc. C'était un vrai truc, un vrai de vos axes de travail. L'OM d'aujourd'hui, c'est un peu le contraire, selon moi, c'est-à-dire la passion, l'exubérance. Chaque système a ses bons côtés, ses moins bons côtés, hein. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça, qu'on est passé d'un fonctionnement qui valorisait une certaine normalité à un fonctionnement qui valorise une passion, avec De Zerbi, Benassia, Longoria? Non, je dirais pas ça. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez? Mais encore une fois, je veux pas me comparer à mes successeurs, et je sais à quel point c'est difficile. Je pense que le niveau d'amour, d'engagement
qui est le vôtre quand vous dirigez ce club est le même tout le temps. Autrement dit, vous ne pouvez pas être à cette position, quelle que soit d'ailleurs votre position dans la hiérarchie du club, sans avoir un réel attachement, sans développer un réel attachement et être à fond dans le job. C'est pas un job qui s'effectue à moitié. Vous devez tout donner. Et je crois qu'autour de moi, il y avait des gens qui donnaient tout. Alors vous appelez ça passion, raison. Je crois que tout le monde sait pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit à l'époque et quel était mon raisonnement à l'époque. Voilà, c'était moi. Et c'est vous qui êtes allé chercher Pablo Longoria comme directeur sportif. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser ça? Pourquoi lui? Qu'est-ce que vous avez vu chez lui qui pouvait apporter dans le puzzle de l'OM? Et est-ce que vous êtes content de son évolution? Ouais, je pense que quand j'ai recruté Pablo, j'avais voulu proposer 2 finalistes à Franck, mais il y en avait un qui était évidemment celui que je trouvais le plus adapté pour le job, c'était Pablo. Je pensais et j'étais sûr qu'il allait être un directeur sportif d'exception, par sa connaissance intime du foot. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir quelqu'un comme ça, aussi jeune en plus, dans un club comme l'OM. Et je pense qu'il allait proposer des choses nouvelles dont le club pourrait avoir besoin. Et c'était pas pour dire que j'appréciais pas de travailler avec Andoni Zubizarreta. J'ai beaucoup aimé Andoni Zubizarreta, qui est quelqu'un de formidable et vraiment un homme bien, un de plus. Comme quoi, j'en ai quand même rencontré dans le foot. Comme quoi, il y en a dans le foot. Il y en a. Mais pour Pablo, voilà, c'était autre chose. Et ouais, j'ai senti en lui un directeur sportif exceptionnel. Donc j'ai voulu vraiment le recruter, qui nous rejoigne. Voilà. L'évolution de Pablo, donc vous le disiez tout à l'heure, ça vous a fait de la peine quand vous l'avez vu un petit peu péter un plomb, parce que vous savez que c'est une fonction qui... ça tourne vite dans la tête, quoi. Ça peut rendre fou. Pour moi, il y a plusieurs métiers comme ça qui peuvent rendre fou. Je pense que entraîneur aussi, c'est un métier qui rend fou. Et président d'un club comme l'OM aussi. Vous avez eu une forme de compassion. Vous l'avez compris quand vous l'avez vu réagir comme ça. Comment vous avez réagi intérieurement? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que le voir en détresse psychologique, c'était une douleur pour moi. Voilà, je l'ai mal vécu et je me dis qu'aucun président de club, y compris à l'OM, devrait passer par des moments comme ça. Ouais, j'ai pensé à lui très fort et j'espère qu'il va mieux et que voilà, les choses iront en s'améliorant. Et est-ce que vous avez pensé à lui quand il était en difficulté la saison dernière, après la réunion avec les supporters? C'est une situation que vous avez connue. Oui, c'est de ça dont je parle. Ah d'accord, moi je parlais d'Auxerre. Oui. Je parlais de... les deux. C'est sûr que voilà, je veux pas nous mettre sur un piédestal. Oh là là, on a un job tellement difficile, on est aussi très bien payé, on a des avantages. Enfin voilà, il y a des gens dans nos sociétés, dans nos vies qui sont en situation autrement plus difficile. Hein, et ça, faut pas l'oublier. Je l'oublie jamais. Mais voilà, est-ce qu'un président de l'OM devrait vivre des moments comme ça, comme il en a vécu? Je pense pas, quoi. Donc il faut être derrière lui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour mieux comprendre Franck McCourt? Pourquoi il investit des centaines de millions d'euros alors qu'il vient peu à Marseille? C'est peu compris, ça. C'est beaucoup d'argent qu'il investit dans l'OM. C'est quand même extraordinaire, ça. Je pense que dans n'importe quel secteur d'activité, qu'un investisseur étranger vienne en France, s'installe et investisse autant, mais tout le monde devrait dire mais merci Franck. Et il y a encore des gens, 7 ans après, ou 8 ans après, ou 9 ans après, ou presque 10 ans après, qui me disent mais il y a un truc... C'est un passionné de sport, vraiment authentique, qui a dirigé
une des plus grandes équipes de baseball aux États-Unis, qui a eu des résultats intéressants. Voilà, il aime le foot, il connaît le foot, il a des enfants, des garçons notamment, qui connaissent le foot. C'est un vrai amoureux du sport et du foot. Et alors, je ne dis pas qu'il faudrait lui faire une statue sur le parvis du Vélodrome, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si vous saviez le nombre de présidents de clubs qui me disent qu'est-ce qu'on aimerait avoir un propriétaire comme Frank McCourt, alors cela, et quelque part, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un de formidable et qui a relancé ce club et qui devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance de son travail, de son investissement et de sa contribution. C'est ça, vous pensez que Frank McCourt n'est pas respecté à sa juste valeur? Respecté, je crois qu'il l'est, okay. mais reconnu. Voilà, je trouve qu'il mérite encore beaucoup plus que ce qu'il a aujourd'hui. Et pour finir, l'avenir de Jacques-Henri Hérault, c'est quoi? Moi, je suis un entrepreneur et donc voilà, mon domaine de prédilection, c'est les médias et le sport. Il se passe on vit une époque incroyable dans les médias et le sport. Et je pense qu'il est pleine d'opportunités. Dans le sport, regardez les nouveaux sports qui émergent, qui essayent justement de bousculer un peu les disciplines existantes, qui se sont un peu endormies sur leur laurier. Suivez mon regard. Et donc ça, je regarde ça avec beaucoup de passion, d'intérêt pour investir, entreprendre. Et dans les médias, c'est la même chose. Les modèles économiques sont chamboulés. L'intelligence artificielle va bouleverser les processus de production et de post-production. Vous en savez un rayon dans ce domaine. Donc voilà, c'est mon terrain de jeu. Et donc je travaille avec des investisseurs sur des opportunités dans ce domaine, dans cette si belle industrie qu'on appelle l'industrie de la création, les industries créatives, et qui, je trouve, forment le plus beau des secteurs, la plus belle des industries. Parce que créer, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Et on crée sur un terrain de foot, quand on est 11 contre 11, on crée quelque chose, on crée sur le petit écran ou le grand écran, et pour moi, il n'y a pas plus beau que ça. Donc ouais, c'est là-dedans que je vais continuer à évoluer. Eh bien, merci beaucoup. Et on peut vous revoir un jour replonger à la tête d'un club? Ça, c'est loin d'être certain. Quand on a été président de l'OM, je pense que c'est pas quelque chose auquel on aspire. Voilà. Merci beaucoup. C'est carré? Merci, c'est très carré. Merci beaucoup.